Merci beaucoup. Donc effectivement, tous vos efforts ont permis la publication d'un nombre important de travaux. Donc là, effectivement, vous voyez le résumé. J'ai fait un petit résumé, donc ce qui est des publications sur le site de France PCI avec depuis 2014 et dans les différentes catégories. Vous voyez donc plus de 60 communications. Et donc je m'intéresserai surtout aujourd'hui aux quelques publications les plus importantes qui sont des publications qui ont abouti à des publications, encore une fois, dans des journaux à comité de lecture. Et vous allez voir qu'elle regroupe certains thèmes. Il y a des thèmes, différents thèmes d'études. Donc une première série, et je pense que c'est une des séries d'ailleurs qui est probablement une de la plus développée, qui est finalement sur la prise en charge, sur l'analyse de la prise en charge et éventuellement, et on en reparlera, des spécificités de notre système de santé. Donc, encore une fois, je reviens sur l'historique, y compris le registre CRAC, qui est l'ancêtre de France PCI. Et ici, donc en fait, encore une fois, la problématique de la prise en charge du patient, du délai et de la distance. Et on voit bien, donc ça c'est encore une fois des données, une des premières données publiées extrêmement intéressantes et qui serait probablement, et je reviendrai à la fin dans ma communication, c'est que France PCI est aussi quelque chose d'évolutif et avec à la fois temporellement et puis avec l'addition de nouvelles régions avec le temps. Donc ce type d'analyse pourrait mériter d'être refaite de manière plus large, et j'en reparlerai à la fin dans ma conclusion, parce que ça peut être un des thèmes, c'est-à-dire de reprendre à distance des analyses qui ont déjà été faites pour à la fois voir l'impact du temps et l'impact sur l'ensemble de la région. On voit bien ici, par exemple, que tous les patients ne sont pas égaux en fonction de leur lieu d'habitation, leur délai de prise en charge, de leur proximité avec un centre de cathétérisme, les chances qu'ils soient pris en charge dans les 120 minutes ne sont pas forcément les mêmes. Ici, sur une petite région, mais c'est probablement la même chose au niveau national. Et c'est probablement un point important parce que je vous rappelle qu'on est sur on a un problème démographique, on a probablement des centres où on va se poser la question peut-être de la fermeture de centres parce qu'on n'a pas assez d'équipes médicales ou paramédicales pour les faire fonctionner, et ça pourrait être un enjeu également pour les autorités de santé qui ont besoin de ces données pour prendre les décisions. On en a parlé déjà ce matin. La problématique, bien sûr, encore une fois, du maillage territorial et du transfert direct versus le transfert indirect. Et on voit qu'effectivement, plus on multiplie les étapes, quand le patient n'arrive pas directement après un seul contact sur la table de cathétérisme, il y a une perte de chance pour les patients, ce que vous retrouvez encore une fois sur cette diapositive. Vous regardez sur la partie gauche de la diapositive, vous voyez effectivement différence importante en termes de mortalité d'événements chez les patients avec une augmentation du risque chez les patients qui ont une prise en charge avec des étapes supplémentaires, et c'est un facteur indépendant de pronostic dans la population. Sujet également important, ça a été de nouveau abordé, qui est un sujet qui tient beaucoup à Pascal Motreff, qui est la problématique des hélicoptères, et qui, encore une fois, une analyse qui avait été faite sur France PCI, mais France PCI dans sa version primitive, qui était de se poser la question de la fréquence des transferts en hélicoptère et de leurs bénéfices. Puisque vous savez, tous les services d'urgence ont leur hélicoptère, et en général, dans le bureau du chef du SAMU, vous avez une seule photo, qui est la photo du chef du SAMU à côté de son hélicoptère. Et si vous n'avez pas un hélicoptère, vous n'êtes pas un bon chef de SAMU. Donc, la question, c'est est-ce que l'hélicoptère a un autre intérêt que de servir l'ego du responsable du SAMU? Et c'est la question que s'est posée cette analyse. Je pense que cette analyse devrait être refaite. Donc, le point intéressant, c'était qu'en fait, vous aviez quand même 22% des transferts qui étaient faits en hélicoptère sur l'ensemble des transferts, ce qui est beaucoup, que 43% des transferts en hélicoptère concernaient des transferts de moins de 50 km, ce qui est aussi beaucoup, et que seulement 7% des transferts concernaient des transferts de plus de 75 km. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous allez voir, c'est un peu comme nous, c'est que on a du mal à suivre les recommandations, on a du mal à dire, voilà, le patient à haut risque, il va être mieux traité, le patient à moindre risque, il va être moins bien traité, mais c'est pareil pour les hélicoptères. En fait, on donne le bon traitement au patient qui n'en a pas besoin. C'est un petit peu la même chose. Et en fait, ce que l'on voit, effectivement, c'est que, clairement, en dessous de 50
50 km, il y a un avantage clair pour le transport finalement par ambulance simple. Et au-dessus de 50 km, il n'y a pas de différence fondamentale. Alors une fois, effectivement, il faut savoir qu'on a des transferts directs et des transferts secondaires, et une petite différence qui n'est pas statistiquement significative, mais encore une fois, quasiment pas d'utilisation au-delà de 75 km. Et le dernier point, bien sûr, vous voyez bien que c'est pas neutre, puisqu'un transfert en hélicoptère, c'est 10 000 €. Donc en fait, vous pouvez transporter 10 patients par ambulance quand vous pouvez transporter pour le prix d'un seul patient en hélicoptère. Donc ça, bien sûr, c'est un point important, c'est un point qui mérite d'être développé. Je pense que c'est un point, ça a été évoqué et proposé par Pascal Motreff hier, c'est quelque chose qui probablement mérite d'être réanalysé avec les données de France PCI. Autre chose, encore une fois, dans l'organisation des soins, qui était une des publications phares de France PCI, puisque c'est probablement un des premiers articles qui a été publié dans les grands journaux sur l'impact finalement du confinement, pas l'impact du Covid, mais l'impact du confinement, puisque les régions qui étaient dans France PCI ont été des régions, on va dire, Covid-free à ce moment-là, mais qui étaient très fortement touchées par le confinement, et on voit l'impact majeur sur l'adressage des patients d'infarctus du myocarde, donc probablement une perte de chance importante pour ces patients à l'époque. Donc on voit bien l'importance de ce type d'analyse pour d'éventuelles épidémies futures, de faire très attention à ce que l'on fait en termes d'organisation des soins. Parce que c'est une organisation des soins, on peut le penser, probablement le confinement généralisé et l'accès aux soins limité dans les premières phases du Covid pour les zones qui n'étaient pas touchées a probablement pénalisé au global un certain nombre de patients. On a aussi des études qui concernent la prise en charge donc procédurale des patients, plusieurs analyses qui sont intéressantes. Première analyse sur l'infarctus du myocarde, vous savez que c'est un point important qui est de la problématique de la prise en charge des patients qui ont des lésions multitronculaires ou pluritronculaires, et dans France PCI, on ne voit pas d'impact, donc ce qui est un point intéressant, pas d'impact du caractère multitronculaire sur le pronostic à long terme. Autre étude intéressante, l'étude sur la FFR, qui encore une fois, peut-être aussi explique le fait qu'il y a eu un déremboursement, ou en tout cas un déremboursement caché de la FFR, c'est que la FFR est restée très sous-utilisée, elle est relativement peu utilisée dans la plupart des centres, dans la plupart des pays malgré les évidences, et en France c'est particulièrement le cas, puisque vous voyez, seuls 9% entre 2014 et 2019, seuls 9% des procédures d'angioplastie étaient associées à une utilisation de la FFR, ce qui est relativement peu. Et c'est difficile à expliquer, cette utilisation faible, puisque vous voyez, si on s'intéresse aux patients qui ont eu un test, parce que l'explication qui est donnée par la plupart des cardiologues, c'est « j'ai pas besoin de FFR », puisque dans mon centre, 100% des patients arrivent avec un test d'ischémie avant. Donc c'est normal que je n'utilise pas la FFR. Et tous les registres, et c'est intéressant de voir que France PCI, comme tous les autres registres dans le monde, montrent qu'on a globalement une petite moitié des patients qui arrivent sur la table de coronarographie sans aucun test. Et donc on devrait être au moins, pour ces patients stables, on devrait donc avoir une utilisation de la FFR qui devrait être de l'ordre de 40 à 50%, si on ne s'intéressait même que uniquement à cette population-là, ce qui est loin d'être le cas. Et on voit dans cette analyse de registre, encore une fois avec toutes les limites d'interprétation, et Jean-Philippe pourra le faire à ce moment-là, que bien sûr on voit une association entre l'utilisation de la FFR et un meilleur pronostic pour les patients. D'autres études au niveau américain par exemple ont montré le même genre de choses. Alors encore une fois, l'autre point, c'est la problématique de la prise en charge de la rosténose. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça reste un problème aujourd'hui? Vous voyez que 7% dans France PCI 2014-2018, 7% des procédures sont faites pour rosténose. Ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré tout, dans environ 13% des cas, dans l'ensemble de la population, on observe une utilisation de ballons simples, donc qui n'est ni un ballon, qui n'est en l'occurrence pas un ballon porteur d'une drogue et pas un stent actif, donc ce qui est quand même potentiellement un sujet, et que d'autre part, bon, bien sûr, finalement le pronostic et le risque de réintervention de cette population, il est très supérieur à celui de la population générale. Et des études sur la prise en charge de post-procédurale, notamment sur les traitements, donc une étude sur la double intégration plaquettaire, et là c'est vrai qu'effectivement c'est un sujet qui
qui concerne quand même la problématique de la pratique médicale, puisque en fait on s'aperçoit, alors c'est peut-être un petit peu petit, mais on s'aperçoit que 22% des patients gardent un antiagrégat gardent une double antiagrégation plaquettaire au-delà d'un an après un syndrome chronique, après une angioplastie pour syndrome coronaire chronique. Donc ce qui est très important, la question c'est finalement 25%, c'est pas forcément un chiffre anormal si on considère que potentiellement ce seraient des patients à haut risque ischémique. Et on s'aperçoit que, en l'occurrence, si on utilise des scores de risque, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas et que finalement, l'utilisation d'une antiagrégation courte, en tout cas de moins de 1 an, ou plus longue de plus de 1 an, n'est conditionnée par aucun élément clair. Et on a l'impression que c'est fait potentiellement, encore une fois, si on est un observateur de l'extérieur, un petit peu selon les pratiques ou au petit bonheur la chance. C'est-à-dire, il y a probablement des gens qui utilisent des traitements longs, des médecins qui utilisent des traitements longs et des médecins qui utilisent des traitements courts, mais que ce n'est pas adapté aux patients. Donc effectivement, 75% des patients qui reçoivent un traitement antiagrégateur au-delà de la première, un double traitement antiagrégateur au-delà de la deuxième année, ne sont pas à haut risque ischémique. Donc ce qui pose question et qui mériterait bien sûr des messages et probablement de refaire des études, puisque j'étais très impressionné de voir ce matin que en Suède, à partir du moment où vous avez les résultats de l'étude TASTE, tout le monde comme un seul homme a décidé d'arrêter d'utiliser la thrombectomie. Je pense que si on avait fait la même étude en France, on n'aurait pas eu le même effet immédiat sur l'utilisation. L'autre question, c'est effectivement l'utilisation des nouveaux antiagrégateurs plaquettaires au-delà dans cette population, donc ce qui est un taux relativement important. Donc, effectivement, probablement la nécessité d'aller un peu plus loin dans ces analyses et de les répéter, encore une fois, pour voir l'impact à la fois des registres, des recommandations, des changements de recommandations sur la pratique de ces patients. Donc, en résumé, donc, le registre France PCI a permis des analyses dédiées. Alors, en fait, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, effectivement, souvent, il y a une pertinence importante de ces publications par rapport à la situation spécifiquement française. Donc c'est important pour nous et pour les autorités qui travaillent avec nous dans la compréhension de la prise en charge préhospitalière de l'infarctus du myocarde, puisque la prise en charge telle qu'elle est organisée en France est très différente de l'organisation dans d'autres pays. Donc on a besoin de ces données. Et également pour comprendre ce qui se passe sur la FFR. Effectivement, le déremboursement peut-être peut s'expliquer par... On peut comprendre les autorités en disant finalement vous en servez dans 9% des cas, c'est pas du tout ce qui devrait être fait, il n'y a pas de raison qu'on continue de vous le rembourser. Si on avait eu une utilisation à 40 ou 50%, peut-être que ce ne serait pas arrivé. Et on voit aussi qu'on a du mal, malgré tout, dans les pratiques, à implémenter les recommandations médicamenteuses, puisque vous voyez, dans ces observations relativement récentes, on voit que les patients ne sont pas tout à fait traités comme ils devraient être traités si on appliquait les recommandations. Les prochaines étapes, peut-être, encore une fois, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, encore améliorer la diffusion des résultats auprès de la communauté, parce que je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui aujourd'hui ne connaissent pas encore les analyses qui ont été faites à partir de France PCI, pour montrer un petit peu, encore une fois, les limites de notre système et les corrections qu'on pourrait mettre en place par rapport à ça. De réévaluer, je en ai parlé un petit peu, puisque pour certaines de ces analyses, elles ont été faites il y a plusieurs années dans un registre qui était plus petit, et donc probablement de les refaire avec le temps qui a passé et d'avoir ce qu'on pourrait imaginer commencer à faire dans France PCI, c'est des analyses de trends, de tendance sur le temps, en refaisant des analyses et en partant sur des cycles d'analyse en disant voilà, on va refaire la même analyse tous les 4 ans, tous les 5 ans, et progressivement d'accumuler, de faire des publications qui pourraient aussi avoir un intérêt. Et encore une fois, ces observations, le dernier point, qui aboutissent à des publications qui sont liées à des registres, ça donne des idées pour faire des études randomisées, qu'elles soient à l'intérieur ou en dehors, mais en tout cas, elles peuvent être la base de réflexion pour conduire de nouvelles études randomisées. Je vous remercie pour votre attention.